Si vous avez déjà observé un chien, vous reconnaîtrez sûrement ce scénario. Un chien trouve la flaque d'eau la plus répugnante de toute la rue, verte, trouble, qui stagne là depuis mardi. Et avant même que vous ayez le temps de réagir, il est déjà en train de la boire. La tête baissée, la queue en l'air, totalement absorbé par sa tâche. Et puis, il se passe rien. Le chien se porte à merveille, remue la queue, s'éloigne au trot et viendra probablement vous lécher le visage d'ici une vingtaine de minutes. En revanche, si vous buviez cette même eau, vous seriez cloué au lit pendant une semaine. Alors, que se passe-t-il exactement? Comment les animaux peuvent-ils boire une eau qui ravagerait l'organisme d'un être humain et repartir comme si de rien n'était? L'explication ne se résume pas à un seul facteur. Il s'agit d'un système complexe, composé de couches superposées, qui s'est forgé au fil de millions d'années d'évolution. Et cela ne concerne pas uniquement votre chien, cela s'applique à presque tous les animaux de la planète, qu'il s'agisse des chats, des chevaux, des loups ou des sangliers. Une fois que vous aurez compris son fonctionnement, vous ne regarderez plus jamais une flaque de boue de la même manière. Avant de plonger dans la biologie, mettons les choses au clair, car le postulat de départ de cette vidéo est en réalité un peu trompeur, et ce de manière intentionnelle. Les animaux tombent constamment malades à cause de l'eau croupie. Dans la nature, les sources d'eau contaminée tuent régulièrement des animaux. Ils contractent des infections, ils s'affaiblissent, et parfois ils en meurent. La raison pour laquelle nous n'y pensons pas est simple. Lorsqu'un animal tombe gravement malade, il se cache. Il se réfugie dans les broussailles, reste à l'abri des regards, et soit il guérit, soit il périt. Vous ne le voyez jamais. Ainsi, lorsque vous observez un lion boire dans un marécage et s'éloigner avec majesté, vous ne voyez pas l'ensemble de la situation. Vous observez un survivant. Les animaux qui ont bu dans ce même marécage et qui en sont morts ont déjà disparu. Mais, et c'est là le point essentiel, les animaux survivent à ces épreuves beaucoup, mais alors beaucoup plus souvent que nous. Et les raisons qui l'expliquent sont tout simplement remarquables. La première ligne de défense est une caractéristique que nous partageons avec les animaux, mais avec une puissance bien différente. L'acide gastrique. Votre estomac produit de l'acide pour décomposer les aliments et neutraliser les bactéries. Sur l'échelle du potentiel hydrogène, où une valeur plus basse indique une plus forte acidité, l'acide de l'estomac humain se situe généralement entre 1,5 et 3,5. Cela semble plutôt puissant, mais l'estomac des chiens présente systématiquement un potentiel hydrogène compris entre 1 et 1,5. C'est jusqu'à 10 fois plus acide que le nôtre. Pour mettre les choses en perspective, l'acide présent dans l'estomac d'un chien est suffisamment puissant pour dissoudre de l'os. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chiens peuvent consommer de la viande crue qui nous enverrait directement à l'hôpital. Toute bactérie qui parvient à franchir la bouche et à descendre dans cet environnement est confrontée à des conditions si extrêmes que la plupart des agents pathogènes ne peuvent tout simplement pas y survivre. L'estomac est par essence une chambre d'éradication, un véritable filtre. Et pour les chats et les chiens, ce filtre fonctionne à un niveau d'intensité que nous avons peine à imaginer. Et à cela s'ajoute un autre facteur, la vitesse. Les chiens et les chats possèdent un tube digestif relativement court par rapport à de nombreux autres animaux. La nourriture ainsi que tout ce qu'elle contient y transite très rapidement. Ce détail a son importance car les bactéries ont besoin de temps pour coloniser leur milieu. Dans un intestin humain, la nourriture peut stagner suffisamment longtemps pour permettre aux bactéries nocives de se multiplier et de causer des ravages. Chez un chien, cette fenêtre de tir est beaucoup plus courte. Leur système est entièrement conçu pour une évacuation rapide. Et voici un autre élément dont on ne parle pas assez, la salive. La salive du chien ne se résume pas à de l'eau et à des enzymes destinées à la digestion. C'est un véritable environnement antimicrobien actif. Elle contient du lysozyme, une enzyme qui détruit physiquement la paroi cellulaire des bactéries. Elle renferme également de la lactoferrine, une protéine qui se lie au fer. Étant donné que les bactéries ont besoin de fer pour survivre, ce processus finit tout simplement par les affamer. On y trouve aussi de la peroxydase, une autre enzyme antibactérienne. Et enfin, des immunoglobulines qui sont des anticorps effectuant des patrouilles actives directement dans la cavité buccale. Ainsi, avant même que cette eau souillée n'atteigne l'estomac, elle subit déjà un premier traitement. Ce n'est pas une barrière parfaite. La salive du chien véhicule tout de même une grande quantité de bactéries, mais elle constitue une véritable ligne de défense. Les chats possèdent un arsenal très similaire, ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi ils font leur toilette de manière si obsessionnelle. Chaque fois qu'un chat se lèche, il s'applique un léger lavage antimicrobien. Ce rituel de toilettage ne se résume pas à une simple question de propreté, telle que nous la concevons. C'est un véritable entretien biologique.
Les chevaux, fait intéressant, produisent quant à eux de grandes quantités de salive lorsqu'ils se nourrissent, jusqu'à 10 litres par jour. Ce flux continu contribue à diluer et à neutraliser les agents pathogènes ingérés avant même qu'ils n'atteignent l'estomac. Nous abordons maintenant ce qui est probablement la partie la plus fascinante de toute cette histoire. À l'intérieur de l'intestin de chaque animal réside un gigantesque écosystème de micro-organismes. Des milliards de bactéries, de champignons et d'autres microbes qui ont évolué aux côtés de cet animal tout au long de sa vie. C'est ce que l'on appelle le microbiome. Et chez un animal en bonne santé, celui-ci fonctionne comme une véritable armée permanente. Lorsqu'un chien boit régulièrement dans le même ruisseau ou la même flaque d'eau du même parc, un phénomène important se produit au fil du temps. Le microbiome intestinal et le système immunitaire s'adaptent aux bactéries spécifiques présentes dans cette eau. Ils apprennent à les connaître. L'organisme se dit en quelque sorte qu'il a déjà été confronté à cette menace et qu'il a une réponse toute prête. C'est la raison pour laquelle un animal sauvage qui boit à une source à laquelle il est habitué se trouve dans une posture bien différente de celui qui s'abreuve soudainement dans un lieu inconnu. Les bactéries familières, même celles qui sont potentiellement nocives, déclenchent une réponse immunitaire parfaitement calibrée. Ce sont les agents pathogènes totalement inédits, ceux que le système n'a encore jamais répertoriés, qui peuvent faire dérailler la machine. Il ne s'agit pas d'immunité, mais bien de familiarité. Et cette familiarité se forge par une exposition prolongée au fil du temps. C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'il est fortement déconseillé de laisser un animal de compagnie, qui a passé toute sa vie à boire de l'eau filtrée du robinet, s'abreuver soudainement à des sources extérieures inconnues. Son microbiome n'est tout simplement pas préparé de la même manière que celui d'un chien qui aurait grandi en plein air. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé des carnivores, ces animaux dotés d'un acide gastrique redoutable et d'un système digestif ultra rapide. Mais les chevaux, par exemple, sont des herbivores et toute leur architecture digestive est fondamentalement différente. Alors comment s'intègrent-ils dans ce schéma? Les chevaux sont ceux que l'on appelle des fermenteurs de l'intestin postérieur. L'essentiel de leur digestion ne se déroule pas dans l'estomac, elle s'effectue au sein d'une gigantesque chambre de fermentation constituée par le cæcum et le gros intestin. Chez un cheval adulte, le tractus gastro-intestinal peut contenir plus de 200 litres de matière. Le chacum, à lui seul, en contient environ 30. À l'intérieur de ce système réside l'une des communautés microbiennes les plus denses et les plus diversifiées de tout le règne animal. On y trouve des milliers d'espèces bactériennes différentes, toutes en compétition, toutes solidement établies et toutes adaptées au régime alimentaire et à l'environnement spécifique de ce cheval. Lorsqu'un cheval s'abreuve dans une rivière ou un abreuvoir et ingère quelques bactéries indésirables, ces agents pathogènes n'atterrissent pas dans un espace vide. Ils atterrissent au beau milieu d'un écosystème vaste et florissant qui s'est déjà accaparé la moindre niche écologique disponible. La communauté déjà en place les évince par le simple fait de son existence. Il s'agit d'une stratégie de défense diamétralement opposée à la chambre d'acide du chien, mais elle s'avère tout aussi redoutable. L'ampleur et la diversité de l'activité qui y règne font office de véritables forteresses biologiques. Le revers de la médaille, c'est que les chevaux sont extrêmement sensibles aux moindres perturbations. Des changements alimentaires brusques, le stress ou encore la prise d'antibiotiques peuvent déstabiliser ce fragile écosystème et provoquer des maladies graves. Le mécanisme même qui les protège constitue également leur talon d'Achille, ce qui explique pourquoi les propriétaires de chevaux et les vétérinaires accordent une attention colossale à la santé intestinale de leurs bêtes. Dès lors, pourquoi sommes-nous incapables d'en faire autant? La question est légitime, et pour être tout à fait honnête, nous y parvenions un peu mieux par le passé. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, l'eau propre et traitée n'existait tout simplement pas. Les populations s'abreuvaient directement dans les rivières, les puits et les ruisseaux. Les maladies d'origine hydrique ont d'ailleurs représenté l'une des principales causes de mortalité tout au long de notre histoire. Pourtant, un grand nombre d'individus y survivaient également. Et certaines preuves suggèrent que les populations exposées à long terme à leurs sources d'eau locale développaient des microbiomes capables de leur offrir un certain degré de tolérance. Mais voici la différence fondamentale. Les êtres humains ont résolu le problème de l'eau insalubre d'une toute autre manière. Nous avons inventé le feu, la cuisson et, à terme, le traitement des eaux. Nous avons externalisé le processus de filtration au lieu de développer un intestin capable de résister à la contamination. Nous avons éliminé la contamination avant même qu'elle ne pénètre dans notre organisme. Et cette stratégie a fonctionné de manière extraordinaire. La mise en place d'infrastructures d'eau potable constitue l'une des plus grandes victoires de santé publique de toute l'histoire de l'humanité. Elle a permis de sauver des centaines de millions de vies.
Mais la contrepartie, c'est que nos corps sont désormais biologiquement calibrés pour la propreté. Notre acide gastrique est devenu moins agressif, en partie parce que nous cuisons nos aliments, ce qui élimine les agents pathogènes avant même la déglutition. Nos microbiomes sont beaucoup moins endurcis puisque nous avons considérablement réduit leur exposition. Nous nous sommes tout simplement optimisés pour un mode de vie différent. Et cette optimisation est aujourd'hui permanente. Nous n'avons pas perdu notre capacité à assimiler l'eau insalubre par faiblesse, nous avons simplement redirigé nos efforts. Le chien a développé une véritable chambre d'éradication dans son estomac. Nous avons bâti des usines de traitement des eaux. Deux solutions différentes à un même problème. Et très honnêtement, notre solution s'avère bien plus efficace à grande échelle. Alors, la prochaine fois que votre chien plongera son museau dans une substance qui devrait probablement être déclarée illégale, rappelez-vous ce qui se produit réellement à l'intérieur. La salive entre en action en premier, formant une barrière chimique redoutable armée d'enzymes et d'anticorps. Et tout ce qui survit à ce premier assaut tombe dans un estomac si acide qu'il est capable de dissoudre de l'os. Tout ce qui résiste encore pénètre ensuite dans un tube digestif qui propulse la matière à une vitesse telle qu'elle prive les bactéries du temps nécessaire pour s'installer. Et tout ce dispositif s'appuie sur une vie entière d'exposition microbienne qui a minutieusement ajusté le système immunitaire pour neutraliser spécifiquement tout ce qui prolifère dans l'environnement local de ce chien. Il ne s'agit pas d'une seule ligne de défense, mais bien de 5 mécanismes de protection superposés, perfectionnés au fil de millions d'années, passés à ingérer des choses douteuses. Les animaux ne sont pas naturellement immunisés contre l'eau souillée, ils y sont tout simplement adaptés, c'est là toute la différence. Et cette flaque d'eau dans laquelle votre chien vient de boire, de son point de vue, ne représente très sincèrement pas le moindre défi.